Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très content de vous retrouver. Première vidéo sur cet Indian Wells et pas la dernière. Quelques petits trucs à se dire, mais aujourd'hui, on va parler des choses qui fâchent, on va parler des déceptions. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Vous l'avez vu sur la miniature, la première déception, l'énorme déception, j'ai envie de dire. On commence évidemment avec Alexander Zverev et ce petit 1 entre les deux parenthèses, la tête de série numéro 1 en l'absence de Yannick Sinner. Alexander Zverev, tête basse, s'incline face à Talon Griekspoor, 4-6, 7-6, 7-6. Bref, voilà, on le lit ici. Après 18 défaites en autant de matchs face au top 5, Griekspoor remporte enfin son premier match face à un top 5. Il y a énormément de choses à se dire sur ce match, mais il y a surtout énormément de choses à dire sur Alexander Zverev. Je vais commencer par ce que j'ai pu tweeter moi hier durant la partie. Parfois, je peux être un peu cru, un peu brut, mais je vous assure que j'essaye. À chaque fois, je réessaye, mais je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Regardez un match de Zverev est d'un ennui. Son tennis est un somnifère. Et ce n'est pas sa personnalité qui va améliorer tout ça. Je vous assure que j'essaye. Je regarde ses matchs. Sur terre battue, c'est un petit peu différent, j'ai envie de dire, sur terre battue européenne, notamment à Roland-Garros, etc. Mais là, je vous assure que depuis le début de l'année, malgré sa finale à l'Open d'Australie, je trouve que c'est d'un ennui mais incroyable. Je trouve aussi que c'est d'une tristesse incroyable. Il ne propose rien. Il est 4 mètres derrière sa ligne. Et hier, Griekspoor, d'ailleurs, a terminé le match en montant à foison en filet, en montant au bluff, parce qu'en fait, Alexander Zverev, même sur la balle de match, on le voit, est tellement loin de sa ligne, est tellement passif. Il prend les balles face descendantes. Côté coup droit, il ne peut rien en faire. Alors côté revers, oui, il est capable de couper des trajectoires, mais il le fait beaucoup trop peu. C'est terrible, c'est terrible. Je vais continuer. Franchement, pour moi, ce qu'a fait hier Griekspoor, c'est très fort. Mais comment Alexander Zverev, avec le tennis qu'il nous propose, peut être numéro 2 mondial? Alors oui, il a une couverture de terrain exceptionnelle, il a un très bon revers, il est capable de très bien servir. Évidemment, c'est un joueur de tennis, on n'arrive pas là numéro 2 mondial avec tous les titres en étant mauvais. C'est pas du tout ça que je veux dire, mais je vous jure, l'impression visuelle qu'il me donne, mais l'impression visuelle, c'est vraiment dramatique. Je sais qu'on est beaucoup à le penser et on se trompe forcément parce que c'est un excellent joueur de tennis. D'ailleurs, on chambre un petit peu trop souvent son coup droit, mais dans les statistiques, après il faut savoir lire les statistiques, mais son coup droit est dans les meilleurs du circuit. Alors oui, il prend moins de risques avec son coup droit, donc forcément il s'expose à moins de fautes, mais on le voit dans les moments importants. Encore une fois hier, bah, c'est un coup qui n'est pas fiable du tout. Ce match est un match qui m'a donné mal au crâne. Je n'en revenais pas du niveau du numéro 2 mondial. Hein. Je continue avec les tweets, hein, parce que franchement, hier, je me suis tapé le match en entier. C'était très compliqué. Et à la fin, c'est Griekspoor qui a remporté ce match. Ça a été mérité. C'est lui qui a fait les coups gagnants, qui a aussi fait les fautes directes, mais c'est lui qui a créé du jeu. À l'image de ses derniers matchs, notamment dans son match face à Daniil Medvedev, on l'a vu énormément aller au filet. On l'a vu faire énormément d'amortis. On voit que ça a été travaillé à l'entraînement. Il n'y a pas de hasard, très clairement. Mais voilà, moi je vous le dis, franchement, Alexander Zverev, alors je le dis, mais lui aussi le dit, hein, parce que franchement, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Je ne joue simplement pas bien en ce moment, je ne suis pas au niveau que je souhaite, clairement très loin de celui affiché en Australie. C'est le contre-coup de ce tournoi, évidemment. Alexander Zverev a beaucoup trop joué. Après, on l'avait dit en préambule de ce tournoi, Alexander Zverev, c'est un joueur qui n'a jamais réussi à Indian Wells. On le voit ici sur cette première colonne. Défaite contre Fried, défaite contre Paul, défaite contre Medvedev, défaite contre Alcaraz, aujourd'hui contre Griekspoor. Bon, il y a quand même des très bons noms dans ces noms-là, mais quand même, quand on parle d'Alexander Zverev, tête de série numéro 1, prétendant à la place de numéro 1 mondial, prétendant à un tournoi du Grand Chelem, en tout cas, c'est lui qui l'annonce. Perdre comme ça au deuxième tour face à Griekspoor, c'est inquiétant, c'est surtout démoralisant, je trouve, pour le tennis, pour l'image de notre sport, d'avoir un numéro 2 mondial aussi ennuyant. Aussi ennuyant, vraiment, moi, c'est ça qui me dérange le plus. Parce qu'après, évidemment, il faut mettre des guillemets, il faut prendre du recul sur ce qu'on dit. Il reste très fort, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais l'impression visuelle que j'ai,
Voilà, franchement, je souffle, c'est assez fou. Une dernière stat quand même, parce qu'il faut aussi dire un petit peu de bien là-dedans. C'est la première fois depuis un an que Zverev s'est incliné dès son entrée en liste d'un tournoi. Il était sur une série de 21 tournois où il passait au moins le premier tour. Ça, franchement, j'ai aucune inquiétude là-dessus pour lui, parce qu'on le sait, c'est un joueur qui est capable de tenir son rang face aux joueurs plus faibles que lui. Mais c'est un joueur qui souvent, quand on va dire, voilà, il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Bah, là, vu son nombre de tournois depuis le début de l'année, il a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tournois. Il a déjà fait 17 matchs. On est début mars, ça fait 2 mois de compétition. J'ai l'impression voilà, qu'il ne sait pas gérer son calendrier. Après cette finale perdue à l'Open d'Australie, c'était sûr qu'il allait avoir un petit coup de mou, qu'il allait avoir forcément... bah, pas une rechute, mais il le dit lui-même, hein, forcément. Après, j'ai envie de penser forcément à Carlos Alcaraz après ses Jeux Olympiques où il a perdu en finale face à Novak Djokovic. On est clairement sur une période où il faut savoir prendre du recul, peut-être 2, 3 semaines de repos. Il est numéro 2 mondial avec beaucoup de points. Il n'est pas dans l'obligation d'enchaîner les tournois, sachant que lui, son objectif est de gagner un tournoi du Grand Chelem. Quand on pense aux joueurs qui sont autour de la 100e place mondiale, 200e place mondiale, ils sont en survie, ils essayent d'avoir des points tous les jours et ils se font avoir par ce système qui clairement peut te détruire hein, mentalement et physiquement. Lui, il est 2e mondial. Franchement, il n'est pas à un petit tournoi à 250 ou 500 près. Il est là pour gagner les plus grands titres. Et là, force est de constater qu'il est déjà émoussé physiquement, mentalement aussi, parce que hier, Griekspoor a servi pour le match, mais d'abord, Zverev a servi pour le match. Zverev a servi pour le match, a fait un jeu catastrophique. Griekspoor, derrière, on l'a vu paniquer au moment de servir pour le match. Il a raté, je crois, 5 balles de match, mais vraiment, il les a ratées. Il y en a peut-être une que Zverev a sauvée. Et malgré ça, malgré son statut, malgré le stress de son adversaire, il n'arrive même pas à en profiter. Je trouve que ça révèle beaucoup de choses. Et on peut comparer avec Carlos Alcaraz, qui lui aussi avait des problèmes de calendrier, on le disait, il s'éparpillait un petit peu, même avec les exhibitions, etc. Là, Carlos Alcaraz, cette année, c'est seulement 3 tournois de jouer. Son 4e à Indian Wells, voilà, il est à 13 tournois. Alors, il a gagné Rotterdam. Voilà, moi, je trouve que ça, c'est très cohérent par rapport à Alexander Zverev, qui a déjà mélangé dur et terre battue, qui, après sa tournée sur terre battue, qui était catastrophique, où il a malheureusement ou pas, il a perdu déjà en un mois contre 3 joueurs hors du top 20. Cerundolo, Commezzana et Griekspoor. C'est extrêmement rare pour lui, on le disait, hein, il est fort avec les faibles, faible avec les forts. Là, en l'occurrence, pour l'instant, il est faible avec tout le monde. Malgré cette finale de l'Open d'Australie, il faut quand même lui donner, il n'y a pas de souci. Mais bon, on en est à une énième déception du côté allemand. Et je voulais vraiment vous exprimer ce ressenti parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, moi, pour le tennis, ça me fait de la peine d'avoir un joueur aussi haut au classement et aussi ennuyant à regarder. Dans les déceptions, on part du côté de Nick Kyrgios. On va dire un mot. On va dire un mot sur Nick Kyrgios. On va prendre un peu de recul. On va en parler. On va essayer de se rappeler 2, 3 petits faits quand même sur l'Australien. Déjà, on va reprendre ses mots à lui. On va reprendre ses mots à lui. Il sort du match. Il a dû abandonner déjà contexte face à Van de Zandschulp où il était mené 7-6-3-0, il me semble. Et Kyrgios dit, ce gars a battu Carlos Alcaraz à l'US Open en 3-7. Et là, j'ai eu une balle de premier set contre lui, a ajouté l'Australien. Très bien. Très bien, t'as eu une balle de 7. Sauf que ce que tu dis pas, c'est qu'au premier set, t'es complètement dépassé, que t'es mené d'un double break, et que par miracle, parce que VDZ, je me permets le terme, parce que dans le tennis, ça se dit beaucoup, VDZ mouille, très clairement, il est là, il n'y arrive pas, il est en train de se bazarder tout seul, comme il a été capable de le faire tellement de fois dans sa carrière. Nick Kyrgios survit dans cette partie. Très bien, tu as eu ta balle de 7, mais il faut quand même remettre dans le contexte, c'est surtout VDZ qui t'a permis de revenir, et non pas grâce à ton tennis. Maintenant, si on reprend encore ces mots, personne n'a jamais tenté de rejouer après avoir subi une reconstruction du poignet. Je n'ai pas de problème à perdre des matchs, mais sentir cette douleur au poignet malgré tout le travail que je fais, c'est ça qui me rend un peu émotif. Ça, évidemment, on ne sait pas, hein, tout ce processus est l'un des plus grands défis de ma carrière. La quantité de travail qu'il s'inflige quand il est chez lui, hors du cours, c'est pas marrant.
Ça, évidemment, quand on a une blessure et qu'on essaye de revenir et qu'il y a une rechute, c'est très compliqué. Mais dire personne n'a jamais tenté de rejouer après avoir subi une reconstruction du poignet, j'en sais rien, mais des blessures, il y en a une tonne. Il y a des mecs comme Dominic Thiem qui n'ont jamais su retrouver leur niveau avec une blessure au poignet. Donc le poignet, c'est une blessure qui est très compliquée. Parfois, on ne retrouve jamais ces sensations où il y a forcément des rechutes, des blessures qui réapparaissent. Maintenant, des joueurs qui reviennent de blessures, il y en a eu une tonne. Peut-être pas les mêmes, alors peut-être que celle-là, c'est plus dur de revenir que les autres. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais rappeler, parce que Nick Kyrgios dit une dernière chose, c'est difficile pour moi de ne pas penser à quel point j'étais bon, et puis maintenant, 3 petits points, c'est brutal. Nick Kyrgios a été un très bon showman. Nick Kyrgios, on le sait, peut produire un tennis de très grande qualité sur du court terme, sur du très court terme. Très court terme. Et ça, c'est très important de le noter parce que il y a cette notion souvent de gâchis. On approprie ce mot à Nick Kyrgios, peut-être le plus grand gâchis de l'histoire du tennis de ces dernières années. Mais gâchis, qu'est-ce que ça veut dire? Gâchis, c'est aussi une capacité à faire une saison complète. Aujourd'hui, Nick Kyrgios, qu'est-ce qu'il a pu nous montrer en Grand Chelem? Alors, on va me dire, oui, mais Val, Nick Kyrgios, il a fait une finale à Wimbledon. Mais Nick Kyrgios, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière en Grand Chelem? On va faire un petit retracé. À l'Open d'Australie, un quart de finale, un huitième de finale, un autre huitième de finale, sinon rien. À Roland-Garros, il a joué 5 fois le tournoi, il n'a jamais dépassé le 3e tour, et derrière, ça ne l'intéressait pas, il a décidé que la terre battue, c'était pas pour lui. Très bien, soit. Mais bon, ok. À Wimbledon, un quart de finale, huitième, premier tour, 3e tour, 2e tour, annulé Covid, 3e tour et finale. Ok, on va y revenir après. US Open, premier tour, 3e tour, premier tour, 3e tour, premier tour, 3e tour, 3e tour, premier tour, quart de finale. Mais Nick Kyrgios est un joueur lambda en fait. C'est un joueur qui a eu une carrière de tennis, qui a fait des one-shots sur des ATP 250, ATP 500. Il a pris son 500 à Washington de tête. Il a pris Acapulco aussi. Mais en Master 1000, il a un one-shot. On va refaire le palmarès en Master 1000 parce que j'ai un petit trou. Il a une finale, c'est bien ce qui me semblait. Il a aussi une demi-finale et une deuxième demi-finale à Miami. Bref, il n'a même pas de titre en Master 1000. Donc, on va revenir en arrière sur les participations en Grand Chelem. Et là, moi, je voudrais revenir sur cette finale à Wimbledon. Parce que quand on reprend son palmarès global, ben en fait, c'est un joueur normal. C'est un joueur lambda. Et quand sur une aussi grande période de 2014 à 2022, il y a aussi peu de succès au plus haut niveau, on ne peut pas dire que c'est un gâchis. Voilà, pour moi, avec du recul, j'ai pris du recul sur ce sujet, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pu dire par le passé que c'était un gâchis, mais quand je me pose comme ça devant ces résultats, que ce soit en Master 1000 ou en Grand Chelem, bah pour moi, en fait, c'est peut-être un petit gâchis pour certains, mais en fait, force est de constater, bah il n'y a rien de scandaleux, en fait. Et là, on va même regarder en détail le parcours de Nick Kyrgios dans ce fameux Wimbledon où il fait finale. Il bat Paul Jubb ou wildcard en 5-7, 7-5 au 5e set. Derrière, il bat Krajinovic, qui était un joueur lambda sur gazon. Ok, ensuite il bat Tsitsipas en 4-7, 7-6. Derrière, contre Nakashima, il fait mine d'être blessé, pas blessé, je me rappelle très bien de ce match. Il s'en sort au 5e set, alors que Nakashima a quand même des balles de break dans cette 5e manche, je m'en souviens très bien, j'étais devant. Et derrière, on a quand même un Nick Kyrgios qui va battre, alors on est là, qui va battre, donc Nakashima on l'a dit, qui va battre Christian Garin sur gazon en quart de finale, et qui en demi-finale va profiter du forfait de Rafael Nadal. Derrière, il prend un set à Novak Djokovic et va perdre en 4 manches. Voilà le gâchis, Nick Kyrgios. Voilà sur quoi il repose toute sa carrière. Moi, j'ai fait une finale de Grand Chelem. Moi, j'ai quand même fait une finale à Wimbledon. Non, en fait. Oui, sur le papier, tu as fait une finale à Wimbledon, mais cette finale, le parcours, c'est le parcours, franchement, le plus ridicule que j'ai jamais vu de ces dernières années. Je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas quand j'étais petit et quand je n'étais pas incorné, mais de ce que je connais, de ce que j'ai vu de mes propres yeux, ce parcours pour aller en finale d'un tournoi du Grand Chelem et de baser sa carrière là-dessus comme si c'était un résultat exceptionnel, parce que c'est ce qu'il nous vend. Il était si fort qu'il avait fait finale de Grand Chelem et qu'il est passé à ça d'un titre. Alors oui, il mène un 7-0 en finale. Mais quand on prend du recul et qu'on regarde,
bah force est de constater que Nick Kyrgios est un joueur lambda de ces 10 dernières années, mais un très bon trickshotter, un très bon joueur pour enflammer le public. Ça, il n'y a aucun souci, il avait du tennis, mais ça s'est jamais concrétisé. On a pu parler de Zverev, la déception. On a remis les points sur les bas sur les T avec Nick Kyrgios. On aura l'occasion peut-être d'en reparler plus longuement. Mais voilà, moi, c'est ces deux choses-là qui m'ont marqué dans ce début d'Indian Wells. Ces deux énormes déceptions pour des raisons différentes, évidemment. Mais si on doit parler un petit peu du tableau, et ben voilà, on a quand même Arthur Fils qui a su rebondir. On l'a ici. On a Medvedev qui est toujours dans le troll extrême, qui se plaint de la surface, qui dit que la surface n'a jamais été aussi lente. Il n'a jamais vu un terrain aussi lent. Il a dit cette phrase au moins 100 fois dans sa carrière. Et ce qui est drôle, c'est qu'après sa victoire face au Chinois Bu, il est allé signer sur la caméra 6-2, 6-2. 1 heure et 30 minutes, je sais plus combien ça a duré. Les cours sont rapides. Voilà, c'est un bon troller, il est assez drôle, mais c'est Daniil Medvedev. Lui, pour le coup, son tennis n'est pas toujours très amusant, mais en dehors du terrain, sur le terrain, il nous propose quelque chose. D'où le paradoxe avec, vous l'avez deviné, Alexander Zverev. Bref, on va pas épiloguer sur le début de ce tournoi. Il y a des vrais matchs qui arrivent aujourd'hui avec Draper Fonseca notamment. L'entrée en lice aussi de Carlos Alcaraz, de Novak Djokovic face à VDZ. Est-ce que VDZ va encore couper une tête? Bref, on se retrouve très vite de toute façon pour parler de la suite de ce tournoi. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, et même si tu n'as pas aimé d'ailleurs, tu peux mettre ton meilleur pouce. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater, ça m'aide énormément. Et nous, on se retrouve très vite.